Bon, Émilie, j'expérimente. J'utilise des produits chimiques, 450 ml d'huile d'arachide, 160 ml d'eau déminéralisée, je précise, 50 g de soude et bien entendu 45 g de caramel au beurre salé. Puis avec ça, je fais un savon. Un savon, on peut même manger. Hein. Et c'est quoi l'innovation exactement là? Bah, tu te laves. Et puis si t'étais déjà propre, bah t'as pas besoin de te rincer. En fait, tu te lèches. Mais si t'étais déjà propre, t'as pas besoin de te laver. Ah, mais essaye de comprendre, sois pas rabat-joie. J'essaye de comprendre. Bah, c'est vachement bon en tout cas. Hein. Dis, Émilie, tu veux pas goûter? Non. Bah si, goûte, regarde. Quoi? Ah, t'es horrible! Non, arrête. Ah, c'est horrible. Mais je vais mourir. Ouais, peut-être. Ce mois-ci, on avait envie d'espoir et de bonnes nouvelles et d'humour, enfin ça vous aurez remarqué. C'est pourquoi on a choisi de vous parler d'innovation, au travers de portraits de Haut-Normands, mais aussi de ce qui change et évolue dans le bon sens. Du côté du tissu économique régional, on se trouve d'ailleurs au Technopole du Madrier, c'est là que sont installés les plus importants laboratoires de recherche de l'agglomération. On a donc choisi d'inviter quelques-uns de ceux qui ont marqué ou vont marquer la région grâce à leurs initiatives parfois déroutantes. Des visages éclairés et éclairants qui sont autant de têtes d'affiche. Prenez Thomas Joly et son Henri VI de 8 heures, un succès en salle. Et puis dans le mot visage, en littérature, il y a la notion d'entité. Alors on parlera de l'entité Haute-Normandie, de ce que notre région peut présenter comme visage à ses habitants et aux autres. Une entité industrielle encore ou désormais scientifique. Et les populations ouvrières, comment font-elles pour s'adapter? On ira jeter un œil du côté de Louviers. Et puis enfin, il y a ces visages originaires d'autres pays, d'autres cultures et qui savent aussi innover. On en parlera avec l'inventeur d'une sorte de chaussette magique qui fait des miracles dans les stades. Comme d'habitude, nous retrouverons deux groupes et nous demanderons aux petits gars des Force Yakers ce que la région fait pour les aider à jouer de la bonne musique. On commence en retrouvant quelques-uns de ceux qui nous ont surpris par leurs envies, parfois, leur parcours souvent, leur ténacité surtout. Ce sont nos têtes d'affiche à nous. Thomas Joly est un metteur en scène qui a de la suite dans les idées. Son Henri VI de Shakespeare fait un tabac en Normandie et ailleurs, et pourtant la pièce fait 8 heures. Le professeur Alain Cribier est un des spécialistes mondiaux de la chirurgie cardiaque, mais aussi un inventeur passionné. Il a mis près de 12 ans pour développer sa dernière trouvaille, la valve cardiaque. Olivier Petit fut le créateur de Feu, les éditions Petit à Petit. Notre homme revient aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Mais on commence par notre éditorialiste préféré, François Pesquet. Innover, vous avez dit innover? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et bien sûr, comme François ne fait rien comme les autres, il a choisi comme exemple une boulangerie. Et oui. Ni laboratoire de recherche, ni haute technologie. Pourtant, ici aussi, on invente, à petits pas, du bout des doigts. Sans oublier surtout que l'innovation s'appuie d'abord sur une tradition. Vous avez combien de tartes vanille là, de dispo? Innovation, substantif féminin, introduction de quelques nouveautés dans une coutume, un usage, un acte. Et un leitmotiv pour Christophe Cressant, après un titre de meilleur ouvrier de France en boulangerie. Plusieurs années comme enseignant, il s'est installé à son compte. Ce jour-là, il revisite la très classique tarte à la vanille. L'idée de départ, c'est d'être sur des choses relativement simples mais bonnes, avec des textures qui se confrontent un petit peu, un fond qui va être assez croustillant, assez friable, et puis au-dessus un crémeux, une petite crème un peu gélifiée qui va fondre dans la bouche en fait tout simplement. Et le mélange des deux, ça donne du plaisir finalement. Le mot est lâché. Voilà pourquoi Christophe Cressant innove, pour le plaisir. Même si cela se fait parfois laborieusement. On peut partir d'une idée, d'une couleur. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des fois, on fait les essais, très vite on a du résultat, c'est super probant. Puis d'autres fois, mais on galère, c'est pas forcément ce qu'on espérait. On a une commande la semaine prochaine pour une cliente, une tarte framboise. Christophe Cressant dirige une équipe de 11 personnes. C'est lui qui insuffle les idées et un peu aussi son goût pour la nouveauté. C'est un métier de passion.
Donc je pense que c'est évidemment ce qu'on a envie de faire, c'est créer, innover, inventer, s'appliquer, être assidu dans tout ce qu'on fait. Se renouveler aussi, parce que sinon ce serait très, très routinier. Tout ça c'est bien beau, mais souvent le changement, ça fait peur. Quand il s'est installé il y a 3 ans, Christophe Cressan a multiplié les nouveautés. Un peu trop sans doute. On a repris une affaire existante, donc on a forcément un petit peu d'habitude de certains clients. On a apporté des choses assez différentes. Alors au début, ça n'a pas forcément tout le temps marché. D'où l'importance de former et d'informer les gens. Depuis, Christophe a donc appris à innover sans trop bousculer. C'est peut-être l'erreur parfois de vouloir trop faire original. L'idée, le but, faut quand même garder à l'esprit, c'est que ça se consomme, c'est que ça se mange, c'est que ça se vende, c'est de donner du plaisir. C'est quelque part un jeu aussi d'essayer de faire des nouvelles choses, des nouvelles formes, des nouvelles couleurs et de les inclure dans notre gamme. Un œil sur le savoir-faire traditionnel, un autre sur la nouveauté, et si l'innovation était d'abord affaire de gourmandise. Ok François, au-delà de la gourmandise, on dira donc que l'innovation, c'est prendre de vieilles recettes pour en faire de savoureuses nouveautés, excusez-moi Émilie. Et si vous commenciez de votre côté par notre jeune metteur en scène et sa drôle de pièce montée? Thomas, en même temps, vous aussi, vous faites du neuf avec du vieux, j'allais dire, parce que vous vous attaquez à un monument Henri VI, 15 heures de représentation. Vous avez déjà fait un premier cycle de 8 heures, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Thomas? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai découvert cette pièce de Shakespeare il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant, et que j'ai été fasciné par la saga. Je crois l'histoire de ce roi pieux, de ce règne très long, puisque le règne d'Henri VI, c'est 1422-1471. Un règne installé un peu entre 2 époques, un Moyen-Âge, on va dire, finissant, et une renaissance qui advient, un roi qui est pieux, juste, bienveillant et qui pourtant va voir son royaume décimé par la guerre civile et la guerre de 100 ans avant, et puis la guerre civile dite des 2 roses. Donc c'est une pièce voilà, qui brasse 50 ans d'histoire, qui je crois repose la question des origines de notre époque, puisque ce 15e siècle il est assis vraiment à un tournant de l'histoire. Après, c'est évidemment pour un jeune metteur en scène un terrain de jeu fabuleux, pour les acteurs aussi, pour l'équipe technique, puisque chaque scène est un défi que nous lance Shakespeare. On passe dans tous les registres. Donc mais c'est un pari aussi par rapport au public, il faut y aller. Et voilà, et après, la dernière raison, c'est que je crois que le théâtre, il est là aujourd'hui pour essayer de rassembler. Et que cette nécessité des vivants pour les vivants, eh bien, ce n'est pas juste une fantaisie, c'est pas juste la culture n'est pas juste un divertissement, il est aussi un besoin. Et je le remarque sur Henri VI, puisque les gens viennent en masse pendant 8h30 pour l'instant. Ça les bouscule aussi, parce que 8 heures, on n'est plus habitué aujourd'hui dans un monde où tout va vite. Bah c'est ça, elle remet en question le rapport de la durée devant l'œuvre, le rapport aussi de la réception de l'œuvre. On n'est plus du tout dans une consommation culturelle, et je crois que c'est aussi ma petite insolence à cet endroit, l'insolence de la Piccola Familia en tout cas, de vouloir aller un peu contre cette politique culturelle qui ne fait pas le pari, une politique qui ne fait pas le pari de la culture, alors que je crois moi que la culture est le besoin essentiel et fondamental de nos sociétés. La patience, vous en avez eu besoin, votre public il en a besoin aussi, et puis la patience, heureusement que vous en avez vous aussi, professeur Crébier, parce que vous avez juste révolutionné la médecine, juste comme ça au passage, c'était il y a 20 ans, mais finalement on s'en aperçoit vraiment, on en prend l'ampleur que maintenant. Expliquez-nous ce qui s'est passé pour vous. Oui, effectivement, la patience est un terme qui rejoint nos deux professions, mais en fait, en médecine, j'ai apporté un certain nombre d'innovations thérapeutiques qui ont été considérées comme importantes. Ouais. Ce qui m'anime actuellement est plutôt une aventure qui a commencé chez les patients il y a 10 ans et qui est en plein essor et qui s'expand à travers le monde. Et c'est vrai que c'est une sorte de révolution en matière de traitement. C'est quoi alors? Racontez-nous. C'est la possibilité de traiter certains patients qui sont atteints d'une maladie bien particulière qu'on appelle le rétrécissement aortique. C'est une maladie d'une valve cardiaque qui normalement ne peut être traitée qu'avec une intervention chirurgicale lourde et on a développé une possibilité de la traiter sans chirurgie cardiaque, c'est-à-dire en utilisant des techniques bien moins invasives,
qu'on appelle dans notre jargon cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire en fait la possibilité de remplacer une valve cardiaque en la menant à partir d'une artère périphérique, c'est-à-dire sous anesthésie locale, avec beaucoup moins de douleur pour le patient, une hospitalisation beaucoup plus courte, un retour à la vie normale pratiquement dans les jours qui suivent. C'est assez révolutionnaire sur le plan du principe. C'est complètement révolutionnaire, même on va le dire. Hein. Soyez pas modeste. Aujourd'hui, votre quotidien, il ressemble à quoi vous parcourez le monde, justement, pour récupérer des prix, pour faire des conférences. Ça, c'est votre quotidien aujourd'hui? Oui, ça, c'est le prix à payer un peu du succès. C'est-à-dire qu'en fait, quand on amène quelque chose de nouveau en médecine, il faut après défendre son idée. Donc, il y a une première partie où il s'agit de convaincre les gens. Donc, on parcourt la planète pour aller convaincre les gens. Et puis après, il faut donner des conférences et surtout aussi entraîner les équipes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre ces techniques aux gens qui sont tout à fait disposés à le faire. Et donc, ça amène à parcourir le monde entier sans arrêt. Ça a été très très long aussi. Comme vous le disiez, il a fallu convaincre. Vous avez même été obligé de monter une start-up en 99 pour essayer de faire fabriquer en fait votre découverte. C'est en 2004, hein, je crois, qu'Edwards finalement a décidé de la produire, cette valve. Il aura fallu du temps. Vous êtes allé ailleurs aussi qu'en France. Est-ce qu'on est obligé d'y aller aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé de sortir de ce pays pour arriver à concrétiser ses rêves en fait? Peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque où j'ai commencé, c'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés de financement. Ouais. C'est quelque chose qui nous rassemble un peu avec Monsieur Joly, c'est-à-dire qu'en fait, il faut de la persévérance, il faut lutter contre l'adversité, il faut trouver des fonds, il faut convaincre les gens, donc c'est un petit peu la même chose pour vous. Et le fait de trouver des personnes qui sont intéressées à votre projet, qui y croient et qui sont prêts à le financer est un des moteurs et un des critères de réussite, si vous voulez. Donc à l'époque où j'ai commencé à travailler dans l'innovation médicale, en France, c'était pas possible. Voilà. Et donc, on était obligé d'aller chercher de l'argent, pour dire les choses carrément, à l'étranger. Et quand on parle de l'étranger, c'est toujours les États-Unis, parce qu'il y a des possibilités d'avoir des fonds privés assez facilement. Et ce sont des techniques qui coûtent très cher à développer, donc c'est des millions de dollars, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans notre pays. Après, il y a toujours une tendance pour les gens qui vous ont coopté, comme ça, à vouloir vous faire venir dans leur pays d'origine. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les innovations, notamment en médecine, en général, sont grévées du fait de devoir s'expatrier pour pouvoir continuer à travailler là-bas, ce que j'ai toujours refusé de faire. Parce que je suis très français. Je suis très français. C'est ça qui est extraordinaire, en fait. Oui, je suis très attaché à la France, en particulier, à Rouen, beaucoup aussi. Et puis, pour des raisons familiales, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je n'ai jamais envisagé de changer de continent ou de changer de pays. Merci à tous les deux. C'était intéressant de vous avoir tous les deux ensemble. C'est nous qui vous remercions. Merci. Allô, Grégory? Vous êtes où? Très bien, mais je suis à l'INSA, je vous attends. Ne vous inquiétez pas, Fabien, Grégory descend. Au fait, pour vous, chers téléspectateurs, sachez que Fabien Liéval est le directeur de l'incubateur de l'Agence de l'innovation en Haute-Normandie. Il va vous parler de ceux qui innovent dans la région. Et oui, il n'y a pas que des têtes d'affiche. Bonjour. Bonjour. Désolé pour l'attente. Hein. Pas de souci. Bon, j'avais une série de questions à vous poser. La première, c'est quels sont les domaines d'activité dans lesquels finalement, l'innovation est la plus vive, on va dire? En région, traditionnellement, en fait, on a eu beaucoup d'accompagnement de projets d'entreprise qui étaient en lien avec la recherche publique dans le domaine de la santé, c'est-à-dire nouvelles molécules pharmaceutiques, nouveaux dispositifs médicaux, de radiographie, des choses comme ça. Depuis quelques années, on voit aussi un nombre assez important de projets qui sortent dans le domaine des logiciels, de l'informatique, de l'Internet, en fait. Et ça, c'est en pleine expansion? C'est vraiment en pleine expansion, puisque aujourd'hui, on a 50% de nos projets qui sont dans le domaine de la recherche et 50% des projets qui sont sans lien avec la recherche, plutôt dans le domaine des logiciels. Voilà. En tant que directeur de l'incubateur, comment vous faites pour accompagner tous ces projets? Alors nous, la cible de ces projets, d'abord, c'est des projets qui sont innovants, c'est-à-dire qui n'existent pas, pour des marchés qui n'existent pas. Donc la principale problématique des porteurs de projets, c'est d'arriver à viabiliser leur modèle économique, à trouver leur marché, à assurer la preuve de concept technique, ce qui n'est pas forcément évident, et à assurer également la protection juridique, déposer un brevet, etc., et également à convaincre des investisseurs derrière. Donc tout le travail en fait, de l'incubateur consiste justement à faire l'ensemble de ce travail avec les porteurs de projets.
projet. Et le temps d'incubation, c'est de 6 mois à 2 ans, c'est ça? En moyenne, voilà, c'est ça. Pour les projets qui sont très proches du marché ou sur lesquels il y a un risque assez faible, on est plutôt sur du 6 mois avant la création d'entreprise. Pour des projets qui sont beaucoup plus ambitieux d'un point de vue technologique, on est effectivement très très loin du marché, donc on est à 2 ans de réflexion avant la création d'entreprise. Alors moi j'avais une dernière question, finalement, est-ce que la Haute-Normandie est une terre d'innovation? C'est vrai que paradoxalement, en fait, dans la culture populaire, on a tendance à penser que la Haute-Normandie souffre d'un tissu industriel assez vieillissant, très industriel, prestataire, etc. Depuis quelques temps, en fait, on voit venir maintenant des porteurs de projets parisiens qui sont attirés par effectivement la proximité avec Paris, par l'ensemble des centres de compétences en région, donc les laboratoires, etc. et l'ensemble de l'écosystème en fait qui soutient l'innovation. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. Ah oui, quand Fabien Liéval nous parle d'écosystème, il désigne ainsi toutes les aides apportées par les institutions, la région, les départements, et puis les prêts aux EO aussi, etc. etc. Oh, c'est spécialiste. Bon, puisqu'on parle d'entreprises innovantes, on va vous faire découvrir 2 petits jeunes dans le vent. Florent et Nicolas ont inventé un personnage en réalité augmentée, le héros d'un jeu de piste dans les rues de Rouen, et puis ils ont monté une start-up pour développer leur idée. Allez Grégory, c'est à vous. On est sur le parvis de la cathédrale de Rouen, juste devant l'office de tourisme. Ah bah dites donc, vous avez aussi inventé la transmutation vestimentaire minute. Enfin moi je préférais la chemise de tout à l'heure. Ah, vous êtes une sacrée réalité augmentée, vous Olivier, comme voix off. Enfin bon, on va les rejoindre tout de suite. Ouais, c'est facile ça. Facile. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégory. Bonjour Florent. Bonjour Grégory. C'est quoi ce petit bonhomme là? Alors ce personnage, c'est le promeneur et c'est le personnage central de notre application qui est issu d'un tableau impressionniste qui n'a jamais été terminé et qui nous demande son aide, enfin de l'aide tout simplement aux visiteurs pour retrouver des outils qui vont permettre de finir son tableau et de le rejoindre. Alors vous avez créé une application ludique pour visiter la ville de Rouen sur le principe de la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? C'est une technologie qui nous permet, grâce à ce petit marqueur qui est sur la vitre, de superposer des objets virtuels dans le monde réel de façon cohérente et nous on l'utilise tout au long de notre parcours. Un parcours avec plusieurs points d'intérêt, c'est ça? Il y en a combien? Ouais, en tout, dans le parcours qu'on a designé, il y en a 9 et 6 tirent parti de cette technologie. Ben, on va tout de suite poursuivre la visite, messieurs. C'est parti? Sans problème aussi. Alors c'est quoi le prochain point d'intérêt? Donc le prochain point d'intérêt, c'est au niveau du gros horloge. Bon, alors, si vous n'avez pas vraiment tout compris, ce qui serait pas impossible vu les explications de Grégory, je résume. Cette application est une sorte de grand jeu de piste. Il s'agit de trouver des énigmes et des indices en se servant du téléphone portable, comme d'un clavier, voire d'un outil. Alors la question que je me posais, c'est finalement quelle est la valeur ajoutée de cette application par rapport à des guides, par exemple, qui vous font visiter la ville? Bah là justement, c'est le but, la volonté vraiment qu'on a derrière cette appli, c'est de mettre toute cette surcouche ludique qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir se balader dans toute la ville en s'amusant et justement en gardant quand même certaines infos qu'on espère en marge un petit peu de l'info classique sur des anecdotes, des choses qu'on n'entend pas tous les jours et donc c'est là-dessus vraiment qu'on se base, un peu d'infos en marge et beaucoup de ludique. Ouais, enfin Grégory, revenez à votre sujet. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah justement, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ah, c'est bien. Alors ici, là, l'application nous dit qu'il y avait un peintre de l'école de Rouen, qui sont les peintres vraiment rouennais, qui peignait le gros horloge, il était bousculé par une charrette, son matériel était dispersé dans la rue, on nous demande de retrouver son matériel. Donc là, l'application me dit en indice que les pinceaux ont roulé dans une rue adjacente au nom inquiétant. La rue Massacre, ça tombe sous le sens. Et au bout de la rue Massacre, il y a le palais de justice. Et le palais de justice, c'est l'ancien Parlement de Normandie, à l'endroit exact où arrivent nos 3 compères. Une nouvelle borne va nous fournir ces fameux pinceaux, tout cela nous permettant d'achever l'œuvre, puis à notre personnage en réalité augmentée d'y retourner. Et oui, c'est lui, le petit bonhomme qui apparaît là. Oui, ça y est, c'est gagné, ouf! Votre projet il était porté par qui? On a été beaucoup soutenu effectivement par tout d'abord Concours Créatif, donc de la créa directement, qui nous a permis justement de faire un peu connaître et qui nous a ensuite présenté au Scénari, l'incubateur régional qui se trouve au Martinville, place Saint-Marc. Et de là, une fois qu'on a été incubé, ça a fait effet boule de neige puisque ça nous a permis de rencontrer OSEO, beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit privés ou publics, avec qui effectivement on a été soutenu depuis maintenant 2 ans. Enfin, Grégory, tout ça n'est pas arrivé par hasard. Nicolas et Florent ont pris le temps de bien faire les choses, non?
C'est vrai que vous y êtes depuis pas mal de temps sur cette application et on va dire vous avez bien tout verrouillé. Vous avez mis le temps. Ah bah, disons qu'on a pris l'optique de passer plus de temps avant de la création pour voir quelles aides étaient disponibles, qui pouvait nous accompagner, tout ce qu'il y avait à faire, plutôt que de se jeter dans l'entrepreneuriat, on va dire à bras le corps tout droit et de se rendre compte trop tard des erreurs qu'on avait faites. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet, la création intervient maintenant parce qu'on a pris le temps de tout verrouiller, tout vérifier pour être certain qu'on faisait les choses au carré. Et l'avenir pour la start-up de nos 2 amis, c'est l'adaptation du logiciel à d'autres supports, aux tablettes mais aussi aux lunettes de réalité augmentée, un sacré programme. Bonjour Émilie. Ça y est, t'as tout compris? Tu nous fais visiter Rouen? Au début, j'étais un petit peu perdu, un petit peu sceptique, et puis tout s'est illuminé quand je suis allé sur le terrain, quand j'ai rencontré ces jeunes. C'est un outil vraiment remarquable. Alors, c'est un média qui est pour l'instant dédié au tourisme et qui pourrait être appliqué à d'autres supports, par exemple la télévision. Peut-être que dans quelques années, nous aussi, on sera dans la réalité augmentée. Grégory dans la réalité augmentée, ça fait rêver ça, Olivier. Ce qui est intéressant en fait avec ces garçons, c'est qu'ils n'ont pas hésité à se remettre en question. C'est un peu le cas aussi d'Olivier. Olivier, il a fait plein de choses, mais il a continué à faire ce qu'il aimait avant tout, c'était éditer des livres. Olivier, vous avez trouvé un nouveau support là, dernièrement, Internet. Racontez-nous comment ça vous est venu. Je crois que tout a commencé en Bretagne. Tout a commencé sur une page Facebook qui s'appelle « Les phrases qu'on peut entendre qu'au niveau district ». Ce sont en fait les perles des footballeurs du dimanche, les perles des footballeurs amateurs. Je l'ai dans la main. Que j'ai donc regroupé dans un livre après avoir contacté l'administrateur de la page Facebook. Comment ça s'est fait tout ça? Ça s'est fait très rapidement, très simplement. Une fois qu'il a donné son accord, j'ai répertorié les meilleures phrases, j'ai restructuré pour en faire un livre. Et puis j'ai mis en place un petit site internet pour que les footballeurs de cette page Facebook et les autres puissent le commander et le recevoir. On va repartir en Bretagne, on va regarder justement d'où c'est venu tout ça, c'est parti. C'est dimanche, c'est jour de foot et les montagnards d'Inzinzin-Clos-Christ s'apprêtent à jouer leur match hebdomadaire. Ici, pas de frime, pas d'argent, juste le plaisir de jouer et de se retrouver entre copains. Mais parfois, l'amateurisme l'emporte vraiment sur le côté sportif. Il faut être à peu près 18 ou 19 convoqués pour avoir une équipe à 11 ou 12 bonhommes le dimanche. Donc on a des appels le dimanche matin, je peux pas être là, je suis pas rentré. Jérôme ce matin à 10h30 s'est réveillé dans un taxi, il savait pas où il était. Donc c'est toujours galère. Donc là il est 1h, on joue dans une demi-heure, on n'a toujours pas notre gardien. Donc c'est toujours un peu folklore. On est obligé de dire à l'arbitre d'attendre un peu pour pouvoir démarrer le match, hein, donc là il est de bonne heure. Et ce genre de perles, ces phrases qu'on ne peut entendre qu'au niveau district, Alex Morales s'est amusé à les collectionner. En 2012, il les a compilées sur une page Facebook. Elle compte maintenant 146 000 fans de toute la France, mais aussi de Suisse et de Belgique. Maintenant, ce sont eux qui racontent leurs propres anecdotes. Alex en a fait un livre avec dedans toutes les phrases que vous avez pu entendre dans les vestiaires, là, toutes les conneries qu'on entend et qu'on entend tous les dimanches, que ce soit l'équipe adverse, l'arbitre, l'équipe de chez nous. C'était une page Facebook à la base et on l'a regroupé dans un livre, quoi. Et ça parle à tout le monde. Pourquoi ça parle à tout le monde? Parce que tout le monde entend les mêmes choses dans les vestiaires le dimanche, quoi. Toutes les conneries que vous allez entendre aujourd'hui, là, on l'entend partout, on n'entendra pas ça en pro, quoi. Regardez les gars! Et comme ces petites phrases appartiennent à tous, Alex a décidé d'offrir une partie des ventes de son livre à la lutte contre le cancer. C'est le genre de sujet, ça te plaît toi, hein, forcément, hein. Toi qui aimes le foot, ça te parle. Tu sais que je joue au foot avec les copains le week-end, alors j'en ai une très belle, c'est Rentre ton ventre, t'es hors jeu. Puis j'en ai une autre, c'est la dernière fois que tu as eu une occasion, c'était une 205. Voilà, Olivier, il connaît par cœur ça. Oui, je les ai bien entendues, celles-ci. Ouais. Ça marche bien auprès des lecteurs, vous êtes déjà à 3500 exemplaires vendus. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout de suite une relation avec vos lecteurs. Tout à fait, c'est une niche, donc c'est un lectorat qui est captif et il est en relation directe avec moi. Et par exemple, on me demande si le livre est disponible pour samedi, pour l'anniversaire du papy. Et donc effectivement, il y a une réactivité qui est totale. Est-ce que ça passe par là, par Internet, par les réseaux sociaux, pour dépoussiérer, j'allais dire, des domaines comme celui de l'édition? Celui de l'édition et celui de la librairie aussi, parce que faire un livre et le mettre dans tout le réseau de libraires, c'est un peu jeter une bouteille à la mer, tandis qu'aujourd'hui, on a envie vraiment de faire le livre pour le public que ça va intéresser. C'est-à-dire jeter une bouteille à la mer? Mais on ne sait pas qui va passer dans la librairie, qui va rencontrer le livre. C'est une rencontre, un livre et un lecteur. C'est ce qu'on essaye de faire via les réseaux sociaux. Il faut dépoussiérer aujourd'hui le monde de l'édition, le monde de la librairie dans notre région, puis en France, même globalement. Oui, je pense que le métier est vraiment en mutation et qu'il y a une nouvelle ère de l'édition qui arrive, mais ce n'est pas la mort du livre.
Merci beaucoup, Olivier. Ça s'appelle les phrases qu'on peut entendre qu'au niveau district. On vous en souhaite plein des comme ça, en espérant sur la télé. À mon avis, ça pourrait marcher aussi. Pourquoi pas? Tu le veux? Ah, je veux bien, ça m'intéresse. Ouais, ça tu le sais. Pas. Quand le goal hurle, j'ai... Ah bah non, j'avais pas en fait. Bon, Greg et Émilie, je crois que vous avez rendez-vous tous les deux un peu plus loin dans ce même bâtiment, dans un atelier dernier cri. Nous, avec le réalisateur de l'émission, Michael Gosselin, eh bien, on a décidé d'aller tourner un clip avec les Forzihackers dans une chambre qui permet de tester des systèmes électroniques. Il paraît que ce sont des petits jeunes qui montent, les Forzihackers. Ils sont du moins soutenus par le dispositif régional Booster. Et Michael, il est toujours à l'avant-garde côté innovation et goûts artistiques. Le dispositif Booster, en quoi il vous a aidé? Il nous a aidé car il nous a attribué une bourse de 10 500 € pour réaliser nos projets artistiques et il nous a apporté pas mal de contacts. Des contacts où? Partout en France, des contacts sur les musiques actuelles, dont Claude Guyot, qui est une des jurys, la directrice du FER, le plus gros concours tremplin de musiques actuelles en France. Dites-moi, c'est une reconnaissance pour vous? Tout à fait, vu que c'était l'un de nos objectifs. On en est très fiers, mais surtout encore très surpris à l'heure actuelle. Ça prouve que finalement vous faites du bon boulot? Ça prouve qu'on fait beaucoup de boulot. Bon, on va vous écouter. Merci. Oh, Émilie, ça t'a plu, non? Ouais, super, ça promet. Hein. Non, mais je te parle pas des garçons derrière toi, là. Non, j'ai bien compris. Bon, tu sais où on est, là? Dans un atelier. Avec des jeunes et beaux étudiants. Mais je te parle pas de ça, je te parle de machines, je te parle d'automates. De sueur, quoi. Mais non, mais je te parle du monde du travail, des ouvriers, Émilie. Ouais, des gros cerveaux, tu vois, haut niveau, quoi. Non. T'arrives à voir ou non? Normal. Là, tu me parles de la foire aux cuisses, c'est pas possible, allez, viens. Non, je peux pas. Non, j'ai des trucs à faire. Salut. Ah non, ça recommence, mais vous pouvez pas vous calmer un peu? C'est vrai que vous avez l'air un peu divisé, mes petits Normands. Faut reconnaître que c'est pas forcément facile de donner une identité à cette région. Enfin, c'est pas une raison pour se battre, il y a du monde. Oh, mais il me lasse, il me fait... Bon, déjà, on va essayer de comprendre ce qu'est la Haute-Normandie aujourd'hui, dans un premier temps avec le point de vue d'un universitaire, Armand Frémont.
Après, on ira jeter un œil sur l'identité industrielle de la région avec un reportage en forme de cas d'école sur Louviers, puis avec un débat avec Nicolas Lizard, directeur d'Heure Expansion, et Géraldine Deliancourt-Godefroy, patronne d'une start-up, TF Chem. Mais avant, on avait envie de prendre la température dans les rues de Rouen. Comment les habitants et les visiteurs voient-ils la Haute-Normandie? Allez, mon bon Grégory, il faut se lancer avec courage et le cœur vaillant. Je veux bien aller vous chercher quelques témoins, mais enfin, vous pourriez peut-être essayer vous-même dans un premier temps. Mais oui, c'est bien, continuez. Vous allez y arriver, sûrement. Ah bah quand même. Si, c'est à deux. Ouais, à deux, on peut faire à deux si vous voulez. Quelles images vous associez à la Haute-Normandie? Les falaises, les Étretat, les plages de débarquement. C'est vert, les prairies, et les pommiers. Les plages, tout ce qui est du côté de Dieppe. Je dirais plus que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la culture et le tourisme. Tous les beaux, tous les coquets. Oui, je pense tous les coquets. Les pommes, les vaches, le camembert. L'industrie? Moins. Maintenant, l'industrie, c'est plutôt les mauvaises odeurs. Est-ce que vous avez le sentiment que la Haute-Normandie est de plus en plus mangée par la région parisienne? Non, non. Je trouve que justement, la Normandie fait des efforts pour trouver une identité propre. Je trouve qu'il y a quand même une identité, mais une identité qui n'est pas fermée sur elle-même. C'est-à-dire qui laisse la porte ouverte quand même à l'ailleurs. On est accueillant et voilà, on est quand même... Vous dites voilà. on parce que vous êtes une vraie Normande? Oui, je suis une vraie Normande. Sympathique, tous les sympathiques. Je pense que c'est des gens assez froids au premier abord, mais qui gagnent à être connus et avec qui on peut passer des bons moments. Tout est à l'intérieur. Nous, on vient pas d'ici, donc... Vous venez d'où? Moi, de Marseille et moi de Nantes. Du Nord. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer en Normandie. Pourquoi vous les avez trouvés comment, les gens ici? Très froid. Très froid. Est-ce que vous souhaitez rester à terme dans cette région? Moi, ça me dérangerait pas. Moi, je pense pas. Rester, partir et pourquoi? Où est la richesse de la Normandie? Greg, allez donc retrouver Armand Frémont. Bonjour Monsieur Frémont. Bonjour. Vous allez bien? Alors on est ici devant une grande école. Les grandes écoles justement, est-ce que ça fait partie de l'identité en Haute-Normandie? Il y a une génération ou deux, j'aurais répondu non. Maintenant, avec l'accès à l'enseignement supérieur, incontestablement oui. Alors on l'a vu dans le reportage, les Hauts-Normands ont beaucoup de mal à saisir l'identité de leur territoire. Est-ce que vous accordez à la Haute-Normandie une identité propre? Il y a une identité de la Normandie. Il y a une certaine spécificité de la Haute-Normandie, ne serait-ce que parce que c'est une région officielle. Donc une identité normande, mais pas d'identité bas-normande ou haut-normande. Est-ce qu'il y a un esprit ouvrier en Haute-Normandie, encore, malgré la désindustrialisation? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Il y a toujours cet esprit ouvrier qui a marqué la région pendant plus d'un siècle. Il s'est affaibli, c'est évident. Il s'est affaibli depuis combien de temps? Il s'est affaibli depuis la crise de la désindustrialisation des 30 dernières années. Alors moi j'ai le sentiment qu'il y a un décalage d'image, un décalage de perception entre ceux qui habitent la Haute-Normandie et ceux qui ne l'habitent pas. D'un côté les pommiers pour les visiteurs, de l'autre côté les industries. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les pommiers, il n'y a pas que les pommiers. Pour les visiteurs, la Normandie existe très fortement. Un Parisien sait ce que c'est que la Normandie. Pour ceux qui vivent en Normandie, d'abord ils sont plus subtils. Ensuite, ils ont des grands problèmes. Et par conséquent, ils sont beaucoup plus le nez, chacun, sur leurs problèmes qui sont parfois des problèmes vitaux. La Haute-Normandie, région riche, région industrielle, mais région fragile, vous êtes d'accord avec moi? Région fragile, surtout. Presque toutes les grandes activités de la Haute-Normandie, là je dis la Haute-Normandie, peuvent être mises en question d'une manière ou d'une autre. Je pourrais les prendre les unes après les autres. Merci beaucoup, Monsieur Frémont. Merci à vous.
Chose promise, chose due. À suivre notre reportage sur la région de Louviers. Comment ça se passe par là-bas du côté de l'économie? C'est plutôt mitigé. L'eau, les pommiers et les colombages sont bien là. Pas de doute, nous sommes bien en Normandie. À l'image de la région, l'agglomération de Louviers-Val-de-Reuil correspond bien aux stéréotypes traditionnels. Mais entre une Normandie idéalisée et la réalité du XXIe siècle, les choses ont évolué. Depuis des lustres, c'est au fil de l'eau que s'est construite la richesse industrielle de la région. Si le fleuve reste toujours pourvoyeur d'emplois, celui-ci a évolué. À l'image de cette draperie fermée en 2002 ou de la papeterie Emeril récemment en difficulté, l'industrie traditionnelle souffre. Xavier Leclerc, 47 ans, travaillait chez Emeril depuis 8 ans. Après 20 ans et 2 plans sociaux, il tire un trait sur la papeterie. Depuis septembre, il a entamé une formation dans l'industrie pharmaceutique. D'abord, on va passer par une étape de congélation avant la sublimation. Et donc, ça veut dire qu'on va congeler, si vous voulez, et donc utiliser cryo, c'est froid. Donc, on va dessicquer par le froid. Donc, je vous laisse noter, puis on regarde après. La papeterie, c'est pas un secteur d'avenir en tout cas. Ah non, c'est terminé. C'était bien il y a 20 ans, c'était porteur, mais après, après deux licenciements économiques, je peux pas dire que c'est porteur, quoi. Donc il faut passer à autre chose. Oui. Et la pharmacie, justement, ça vous semble un secteur plus d'avenir, en tout cas dans la région? Oui, déjà, il y a un pôle vraiment important sur la région de l'Eure, sur le Val-de-Reuil. Et même si le secteur n'est plus protégé, il y a quand même beaucoup d'avenir dans ce métier. Mais pour travailler dans la pharmacie, comme dans de nombreux secteurs industriels, une technicité est aujourd'hui nécessaire. Pour répondre à ces emplois d'ouvriers de plus en plus qualifiés, la main-d'œuvre n'a souvent pas les compétences suffisantes. Dans une région industrielle comme ici, les jeunes ont une vision de l'industrie, de celle de leurs parents, grands-parents, où on entrait comme ça et puis on faisait carrière. Aujourd'hui, derrière le terme d'opérateur en pharmacie, ça sous-entend comme prérequis, la plupart du temps, au moins un niveau technicien, voire aujourd'hui, on a même certains postes d'opérateurs très pointus, on va être sur des gens qui ont un niveau Bac plus 1. La classe ouvrière existe toujours, mais elle n'est plus en bleu et n'a plus les mains dans le cambouis. Dans le secteur, c'est l'industrie pharmaceutique qui embauche, mais aussi la logistique. Et bien souvent, les entreprises peinent à trouver des gens suffisamment formés. Car ici, comme dans toute la région, la jeunesse est moins diplômée qu'ailleurs. L'échec scolaire est particulièrement prégnant. Gladys, 25 ans, a arrêté l'école à 16 ans, sans aucun diplôme. Si j'aurais voulu, j'aurais pu continuer l'école. Mais comme j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans et demi l'été sur les marchés, on faisait la plonge. Après, c'est vrai que l'argent, ça attire beaucoup de jeunes, donc on a envie de travailler juste pour l'argent, en fait. C'est après qu'on réfléchit qu'on se dit c'est trop tard, quoi. C'est après qu'on regrette beaucoup de ne pas avoir continué l'école. Pour moi, là, on est sur des compétences et non pas sur des qualifications. La qualification, on est plus sur de la formation, je dirais. Là, on est vraiment sur des compétences liées au métier d'opératrice ou de conditionneuse. D'accord ? Donc, on va laisser ça. Des profils comme celui-là, Céline en accueille tous les jours. Ici, 75% des jeunes reçus ont un niveau inférieur au CAP-BEP. C'est vrai que quand ils sortent de l'école, ils ne veulent plus y retourner. Donc, un jeune qui sort d'un CAP inachevé, il ne veut plus retourner en formation, quoi. Donc, il faut qu'il fasse l'expérience de ses erreurs, de faire des candidatures, avoir essuyé des refus. Et là, on peut parler un peu de formation, quoi. Jusque-là, l'intérim permettait à tous ces jeunes de travailler. Mais depuis 4-5 ans, ce secteur est lui aussi en crise. Une prise de conscience est donc nécessaire, mais elle est d'autant plus difficile que pendant longtemps, la tradition familiale n'a pas incité les enfants à faire des études. Nous, sur notre zone, nous avons, par exemple, dans le milieu rural, un milieu qui a toujours été très industrialisé, qui a toujours permis, sans qualification particulière, aux populations de vivre, j'allais dire sans avoir à sortir de là, de la vallée, de la campagne où l'on est, du territoire où l'on se trouve. Ça a complètement changé depuis 10 ans, puisque les industries ferment, toutes celles qui étaient en milieu rural, mais les populations mettent du temps
intégrer ce profil-là. Et j'allais dire, les parents mettront un certain temps à réaliser que pour leurs enfants, le bénéfice principal pour trouver de l'emploi sera de partir sans doute à un moment, se qualifier, se former de façon supérieure autre part. Se former autre part ou partir pour trouver du travail. Les retraités aussi rejoignent plutôt le soleil du Sud. La région attire peu de nouveaux arrivants. Son solde migratoire est négatif, mais l'espoir vient de sa jeunesse, car ici, on fait plus d'enfants qu'ailleurs. Bien, juste pour vous dire que cette cheminée qui est là-bas, eh bien en fait, cette usine qui était là-bas, elle utilisait cette vapeur d'eau, cette force de vapeur d'eau, qui finit par être beaucoup plus puissante que la force des moulins que vous avez ici. Une nouvelle génération qui va devoir s'adapter, utiliser le passé pour construire l'avenir, comme l'a fait la ville de Louviers. Elle a quand même réussi à reprendre de l'élan après le déclin de l'industrie textile, mais bon, aujourd'hui, c'est tourné, c'est assez dynamique, disons, culturellement aussi, il se passe beaucoup de choses. On réinvestit aussi les anciens monuments pour en faire des choses utiles aujourd'hui et puis qui parlent aux Lauvergnats, essayer d'en faire des emblèmes culturels de la ville aussi, avec un ancien cloître de pénitents par exemple qui sert d'école de musique aujourd'hui. Ainsi, le Moulin Turbine est devenu salle de spectacle, la gare, salle de concert et de loisirs. De son passé industriel glorieux, la région essaye de tirer parti. À Louviers, comme en Haute-Normandie, on relève la tête. On a bien compris en voyant ce reportage la nécessité de s'adapter, notamment pour le territoire de Louviers que vous connaissez bien, vous Nicolas Lizard, puisque vous travaillez pour Heure Expansion. Expliquez-nous quel est votre rôle justement auprès des entreprises du département. Notre rôle auprès des entreprises, des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs, c'est d'essayer de leur trouver des solutions pour que le projet qu'ils ont, ils puissent le réaliser dans les meilleures conditions et par hasard dans l'heure. Alors tout de suite, il y a l'installation, on pense tout de suite à l'installation, mais il y a la revitalisation. Vous faites plein de choses au sein d'Heure Expansion. Oui, on accompagne l'entreprise, je dirais, de sa création à parfois malheureusement son décès. Et quand on parle de décès, il faut penser à l'après. Et donc le cas d'Emeril que vous avez largement couvert sur vos antennes, eh bien c'est un cas qui nous a occupés aussi et qui nous a amené à réfléchir à ce que l'on pouvait faire pour la suite. Combien d'entreprises ont bénéficié de votre aide aujourd'hui dans le département de l'Eure ? Chaque année, c'est une centaine d'entreprises que nous accompagnons, et notamment 20 à 25 entreprises qui viennent d'ailleurs. Et donc ailleurs, c'est la Seine-Maritime, même si là, nous parlons de la région, mais c'est beaucoup l'Île-de-France. Hein, c'est l'essentiel de nos prospects. Ce sont des entreprises qui sont à l'étroit, dans des pépinières, dans des locaux chers, et qui donc souhaitent quitter l'Île-de-France, où le personnel est d'ailleurs assez peu stable. Des structures comme celle de Nicolas, comme celle de Scénari, l'agence pour l'innovation dans la région, Géraldine, c'est essentiel pour des entreprises comme la vôtre aujourd'hui ? Oui, c'est essentiel et pas seulement dans une phase de création d'entreprise, c'est aussi essentiel pour aider les entreprises à devenir plus pérennes et je trouve qu'on met de plus en plus aujourd'hui le paquet là-dessus. Racontez-nous ce que vous faites en quelques mots, c'est pas facile. Non, en quelques mots, chez TFM, on développe des nouvelles molécules à la fois pour développer les médicaments de demain ou des produits cosmétiques basés sur des sucres. Voilà, on utilise des sucres, on les modifie et on en fait des médicaments à la fois pour traiter le diabète, pour des axes très variés comme le cancer aussi, développer des vaccins pour le cancer. Et ça, vous le faites en Haute-Normandie. Vous auriez pu le faire à l'étranger, hein ? On aurait pu le faire ailleurs, bien sûr. Là où il y a de l'argent. Voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est de lever des fonds. Et c'est vrai que lever des fonds, c'est souvent une problématique un petit peu plus facile à l'étranger, à l'international, aux États-Unis ou au Canada. Nous, on voulait vraiment rester implantés ici parce qu'il y avait un vrai dynamisme régional. Alors, outre aussi le côté terroir, voilà, moi j'étais originaire de Normandie, donc j'avais envie de rester. Vous êtes une ancienne de l'INSA, justement. Exactement, ouais. J'avais envie de rester ici.
Mais en plus de cette volonté-là, il y a une vraie volonté quand même de la région et des instances qui se sont créées autour de la région pour aider les entreprises. Et on ne retrouve pas ça partout. Et cette dynamique-là, elle est quand même très, très importante. Donc on a eu, grâce à l'intervention aussi de Nicolas Luizard, la possibilité de s'implanter à Val-de-Reuil pour des jeunes entreprises qui vont être créées, où il faut des laboratoires qui coûtent extrêmement cher. C'est des choses auxquelles, en général, on n'a pas accès à ça. Et ce n'est pas forcément à l'international qu'on trouve ça. Donc il y a vraiment une vraie dynamique régionale. Du coup, moi j'ai une question pour vous, Nicolas. À qui aujourd'hui, qui on accompagne, qui on choisit d'aider? Parce qu'il y a des priorités quand même, soyons clairs. Il y a des axes stratégiques, il y a des secteurs d'activité comme la santé, la beauté, comme les éoliennes sur la partie vers Le Havre, Gonfreville, les moteurs avec le pôle Mouvéo. Il y a des axes stratégiques, on va dire définis par les élus, mais soyons clairs, on est dans un temps difficile économiquement. Et quand vous avez l'opportunité d'accueillir un gros projet d'investissement, ma foi, s'il n'est pas dans vos axes stratégiques, vous faites en sorte de créer cette activité sur le territoire et les emplois qui vont avec. L'argent, il ne vient pas forcément de la Normandie. Il y a des aides, bien entendu, mais lever des fonds, c'est possible. Un bon projet va lever des fonds dans la région, en France, dans le monde, selon, je dirais, la dimension qui est la sienne et les perspectives qui sont les siennes en termes de retour sur investissement. Quand vous voyez les projets arriver sur votre bureau, est-ce que vous vous dites vous avez confiance en l'avenir ou ça vous inquiète justement? Vous en voyez arriver plus, moins qu'il y a 10 ans par exemple? En tout cas, je suis content que vous me posiez cette question aujourd'hui parce qu'en mars et de 2013, je suis beaucoup plus confiant qu'en mars de 2012. Donc, si vous voulez, c'est bon à entendre ça. Il y a un rebond qui est vraiment impressionnant sur ce premier trimestre et donc c'est des investissements dans quelques mois et j'espère des emplois dans un an ou deux. En tout cas, ça fait du bien d'entendre ça. Merci Nicolas, merci à tous les deux d'ailleurs. Merci de nous avoir invités. Bon, si on rompait le charme en allant retrouver les petits-fils de Jack, ils nous interprètent Stop Conso, un titre tiré de leur premier album. Allez, c'est parti.
L'innovation n'est pas qu'une affaire de gros sous, c'est bien souvent une histoire d'homme. Et à ce titre, Bakary Camara est un bon exemple de ce qui peut influencer un créateur, ses origines. Stéphane Metterfi est une valeur sûre dans le paysage haut-normand. Le fondateur de l'association Débarquement Jeunes s'occupe de la nuit des trophées. À l'automne prochain, la manifestation récompensera ceux qui tentent de faire bouger la région. On terminera par une synthèse sur ces Français d'origine étrangère qui tentent eux aussi d'innover, et c'est Émilie qui s'y collera avec Areski Medini de l'Université du Havre. On commence donc par ce reportage consacré à Bakary Camara. Au charbon. S'il y a bien un moment que Bakary ne rate jamais, c'est son entraînement avec l'équipe amateur de Pavilly. C'est son bol d'air. Autour de lui, certains de ses potes portent son invention, le Tip Top. Le voilà d'ailleurs. En fait, un fixe protège tibia. Il le développe depuis 10 ans. Des fois, c'est simple la vie. Un franchili à la télé, une soirée en famille en 2001, et hop, l'idée. Créer un système simple et pratique qui remplacera les fixations des protèges tibia traditionnels et inconfortables. Immédiatement, le petit monde du foot professionnel a réagi très bien. J'ai eu des retours immédiats, des demandes tout de suite en direct du vestiaire de ce que je voyais à la télé, quoi. Les gars étaient dans le vestiaire, ils se passaient le téléphone et donc je prenais les commandes comme ça au téléphone, quoi. Pour Bakary et Virginie, une aventure commence. Il est fatigant, c'est usant, c'est-à-dire que tous les jours, il va me parler d'une nouvelle idée, d'un nouveau concept, d'un nouveau... voilà, tout le temps, c'est non-stop. Depuis 10 ans, le produit existe et a rencontré son public, vendu par dizaines de milliers. Bakary, dans le même temps, a développé un commerce à Rouen dédié au foot. Magasin arrêté aujourd'hui. Mais pour sa famille, l'essentiel est acquis. Son père a fait toute sa carrière sur la chaîne de Renault à Flins, toujours les mêmes gestes. Alors c'est dire si son créateur de fils lui fait plaisir. C'est comme qu'on n'a pas recopié, on a essayé d'avoir une idée personnellement qu'on a réussi. Moi, je crois que c'est mieux. Je suis fière de lui. Leur gardien, c'est le meilleur gardien anglais. Depuis son enfance, Bakary ne vit une rêve que par le foot, pratiqué très jeune, mais jamais en professionnel. Forcément, on aspire tous à une possible carrière professionnelle. On essaie de s'en donner les moyens. Après, quand on est limité, on va pas bien loin, quoi. Je vis ma carrière de footballeur professionnel différemment, on va dire. Son produit, depuis le début, est fabriqué et vendu par des équipementiers. Lui ne touche qu'une redevance, un simple complément de revenus. Pour les clients qu'il désire, il personnalise son Tip Top à la main et chez lui. Couleurs, numéros et non fétiches, ils aiment bien ça, les footballeurs. Industriel par la production, artisanal par la déco, ainsi vit l'invention de Bakary. C'est pas quelque chose qui a modifié notre vie ou notre façon de voir ou de penser, mais c'est une belle aventure et une belle expérience. Alors, il a une drôle de saveur, le foot hebdomadaire de Bakary. Son invention à la cheville, comme un porte-bonheur. Elle rappelle aussi qu'il faudrait bien qu'il fabrique entièrement lui-même pour aller au bout de ses rêves. Pour continuer à exister, il faut se remettre en question, il faut innover, il faut trouver de nouvelles idées. Oui, j'ai l'impression d'être sur cette classe de gens qui essayent d'innover, qui essayent d'inventer, de créer, ouais. Bakary, on vient de voir le reportage qui vous a été consacré. Vous avez aujourd'hui 37 ans et c'est à l'âge de 25 ans que vous avez créé cet accessoire. Finalement, comment ça vous est venu, ça ? Et ça m'est venu comme ça, donc un soir de match. Je regardais un match à la télé, et puis et là, donc, de l'observation que je faisais sur ce qui se passait dans le monde professionnel, j'ai fait tout de suite un parallèle avec nous, les problèmes qu'on avait dans le monde amateur pour faire tenir nos protèges tibiales le dimanche. Ah, j'avais une question, c'est pourquoi vous n'êtes pas devenu millionnaire, Bakary ? Simplement... parce que je pense que déjà, j'en ai pas fait, moi, une activité principale, une activité professionnelle principale. J'ai eu, déjà, quand j'ai exploité mon idée, j'avais déjà en charge un magasin de sport, donc ce qui prenait la plupart de mon temps. Et puis aussi, voilà, pour le développer, simplement, j'ai toujours fait appel à des prestataires, à des partenaires.
Donc je n'ai pas eu toute la plus grosse part en tout cas du gâteau tout le temps d'exploitation de mon brevet. Stéphane Metterfi, vous connaissez bien ces jeunes qui innovent. Des Bakary Camara, il y en a beaucoup dans les villes, dans les quartiers, dans les campagnes. Oui, il y en a beaucoup, mais le problème c'est que certains ça s'arrête au plafond de verre parce que on oublie qu'ils existent depuis longtemps, on oublie qu'il y a multifacettes. Là, c'est une invention sous le tip-top, mais il y en a d'autres qui ont fait des hautes études, il y en a d'autres qui ont créé des choses, mais on ne les met pas assez en lumière, tout simplement. Et je trouve que c'est des modèles hyper importants pour la jeunesse dans nos banlieues, d'avoir quelqu'un comme Bakary qui est un modèle exemplaire, en fait. Plus qu'il est de proximité, il a grandi comme eux, il a fait comme eux. Voilà, donc c'est vachement important pour la motivation. Et qu'est-ce qui nous apporte des profils comme ceux de Bakary? Qu'est-ce qui nous apporte? Ouais. Déjà un autre regard, parce que par rapport à sa culture, par rapport à d'où il vient, par rapport à plein de choses, entre guillemets, on dit toujours oui, mais c'est l'exception parce que il est black, parce que il est rebeu, parce que si, parce que si. Non, c'est un Français comme tout le monde qui a inventé, qui a tenté, qui a réussi, donc il nous apporte que de la richesse. Que de la richesse. Alors vous parlez des origines, Bakary, vos origines vous ont servi pour populariser cet accessoire, racontez-nous. Oui, en général je préfère dire que mes origines m'ont servi plutôt qu'elles m'ont desservi. De toute façon ça ne servira à rien que je communique sur le fait qu'elles m'aient desservi. Donc je relève le positif et c'est vrai que de par mes origines, j'ai eu des accès entre guillemets privilégiés par rapport à la forte communauté africaine par exemple qui est représentée dans le football. Donc tout de suite, c'est vrai qu'il y a un petit élan de solidarité qui se crée et puis voilà, il y a des portes qui s'ouvrent. Ça m'a permis d'aller à la Coupe d'Afrique en Égypte à l'époque, pour faire un peu de promotion, rentrer dans les staffs des équipes nationales. Voilà, c'est le genre de choses que ça permet. Et puis voilà, dans des strates, on va dire un peu plus privilégiées aussi, on a des représentants de nos communautés. Et voilà, si on arrive à faire le lien avec eux, ça ne fait qu'aider dans notre parcours. Et bien vous vous connaissez très bien. Ah oui, de longue date. C'est suivi un petit peu comme ça, on s'entraide, ce qui est normal. Mais on essaie de garder nos valeurs pour les retransmettre différemment et c'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Vous parliez de modèle, c'est un vrai modèle pour les jeunes. Ouais, un vrai. C'est gentil, merci. Merci beaucoup, monsieur. Un bien joli moment de partage, cet entretien. Allez, et si on concluait sur le sujet? Émilie, c'est à vous. Ariski, des gens comme Bakary, des gens comme Stéphane, est-ce que vous trouvez qu'on exploite suffisamment leur talent aujourd'hui? Ça fait plaisir de voir deux situations, deux cas qui réussissent, qui évoluent bien. Donc dans un contexte effectivement de morosité comme celle que nous vivons, ça fait toujours plaisir. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt non plus, quoi. Tout à fait. J'allais vous le dire qu'effectivement des situations comme ça, on en trouve rarement. Rarement. C'est vrai qu'on n'a pas des statistiques pour pouvoir quantifier des situations de réussite ou d'échec. Néanmoins, quand on voit des situations ou des cas aussi rares, ça fait plaisir de les mettre en valeur. Et je pense qu'ils ont suffisamment de talent pour se mettre en valeur déjà eux-mêmes. Et puis, ils ont la chance de rencontrer des personnes, des institutions, des acteurs qui leur donnent un coup de pouce. Je pense que la France, effectivement, donne un coup de pouce, aide. Il y a des institutions comme celle à laquelle j'appartiens, qui donne l'Université du Havre, donc qui donne des possibilités, qui a une tradition d'accueil, qui favorise l'insertion, l'intégration des jeunes issus d'immigration. C'est vrai aussi, indépendamment des institutions, il y a des acteurs, il y a des personnalités qui donnent un coup de pouce à des situations comme ça pour s'exprimer, pour montrer leur talent. Est-ce qu'il ne faut pas passer à un autre modèle aussi? Vous travaillez beaucoup au sein d'un cabinet d'expertise sur l'économie sociale. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut changer? Est-ce que ce n'est pas nos valeurs qu'il faut changer aujourd'hui? Tout à fait. Je pense que je suis convaincu que le modèle qu'on a adopté depuis la Deuxième Guerre mondiale s'essouffle un peu. Il crée de plus en plus d'exclusion, de plus en plus de chômage, de plus en plus de souffrance. Donc c'est à nous de réfléchir à notre modèle ou à aménager ou à apporter des ajustements à ce modèle pour pouvoir, je dirais, intégrer, permettre au maximum de gens de trouver leur place dans la société. Merci beaucoup, Ariski. Merci à vous de m'avoir accueilli. Ah, mais fais attention! Ah, écoute, ça saigne, j'y suis pour rien, moi. T'as qu'à pas essayer d'inventer des trucs aussi. Bah oui, mais tu me fais mal, vas-y doucement. C'est bon, là? Ah!
Monty, tu veux continuer à présenter à radio ou pas? Avoir 20 ans en Haute-Normandie, voilà un sujet que tout le monde brûlait de traiter dans l'équipe. Eh bien, ce sera le cas le mois prochain. En attendant, on poursuit notre soirée sur France 3 Haute-Normandie avec le cirque Bidon de Michel Salange. Allez, bonne soirée. Bah, à défaut du savon, j'aurais inventé les premiers boutons au caramel beurre salé. T'en veux, tiens? Non.